Bienvenue dans Nos Arpentages, le podcast de l'association Peuple et Culture qui propose chaque mois une conversation pour approfondir la réflexion collective qui est née lors d'ateliers d'arpentage. Peuple et Culture est un mouvement d'éducation populaire fondé sous la Résistance et œuvrant à rendre la culture au peuple et le peuple à la culture. C'est tout un réseau d'associations qui contribuent un peu partout en France au développement de l'éducation tout au long de la vie, qui encourage la pensée critique et l'émancipation d'hommes et de femmes, l'auto-formation collective et le partage des arts et de la culture. Ancré dans l'ADN de Peuple et Culture et de l'éducation populaire se trouve l'arpentage, méthode de lecture collective qui permet de découvrir à plusieurs un ouvrage en vue de son appropriation critique. Concrètement, on déchire les pages, on se partage le livre, chacun lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu'on a compris pour créer du savoir collectif. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode un peu spécial, comme une parenthèse pour mieux comprendre ce qu'est l'arpentage, grâce à son initiateur Jean-Claude Lucien. Il nous a accueillis chez lui à Nantes le 10 mars dernier. Nous avons pu le questionner sur les origines de l'arpentage et ses évolutions, entre apports théoriques et anecdotes. Allez, on vous laisse avec l'épisode. Aux origines des liens entre Jean-Claude Lucien et Peuple et Culture, il y a un attrait pour les méthodologies développées par le mouvement. L'entraînement mental notamment, qui est une méthode de résolution de problèmes, appelée situation concrète insatisfaisante, qu'il s'agit de démêler, et ses produits dérivés, comme le ciné-club ou encore le club des lecteurs. Il les utilise alors dans sa pratique, tant militante que professionnelle. De ses études de philosophie, de sa proximité avec les auberges de jeunesse, à la création de bibliothèques de quartier et ciné-club dans sa jeunesse, puis de son entrée dans l'administration à la jeunesse et au sport en tant qu'assistant d'éducation populaire, au concours d'inspecteur de la jeunesse et des sports, il trouvait dans Peuple et Culture un visier de ressources. On est d'abord surprise d'entendre qu'à ce moment-là, dans les années 60, l'arpentage ne faisait pas partie des outils. On apprend alors qu'à cette période, c'est le club de lecture, ou le cercle des lecteurs, qui occupe une position centrale dans les pratiques de Peuple et Culture. Jean-Claude nous explique ce que c'est. Alors, lecture d'un montage sur un livre, si possible fabriqué par un groupe, mais généralement c'était une ou deux personnes qui faisaient ce montage, c'est-à-dire montage d'environ 3/4 d'heure, 1 heure. Et ensuite, un débat, une discussion, en utilisant l'entraînement mental. Montage sur un livre pendant environ 3/4 d'heure, 1 heure, puis débat et discussion en utilisant le M. On lui demande de nous expliquer en quoi consiste un montage. Le montage, alors c'est l'équivalent du montage cinématographique, on pourrait dire. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend des éléments dans le livre et on les raccorde, mais en donnant un sens global, c'est-à-dire en intégrant les différentes parties, les différents éléments dans un ensemble. Une autre notion importante pour comprendre l'émergence de l'arpentage, c'est celle de cycle culturel, qui correspond à plusieurs séances d'autodocumentation. Et moi, ce qui m'intéressait aussi chez Dumasdier à l'époque, dans les années 60, c'était sa notion de cycle culturel. Okay. C'est-à-dire un ensemble de séances actives qui permettent d'élaborer une autodocumentation. Et voilà, donc un ensemble de séances qui permettaient à la fois de se sensibiliser à un problème, d'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière, et ensuite de répercuter ça sur son action, sur sa prise de conscience et son action dans des collectifs. Donc moi j'accompagnais par les moyens de l'autodocumentation, l'autodidaxie, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui a utilisé ce terme-là, autodidaxie volontaire ou un truc comme ça, la possibilité de mieux comprendre le monde qui nous entoure, quoi. On commence à voir se dessiner l'arpentage dans ses différentes pratiques. Mais quel est le lien concret entre cercle de lecture et arpentage ? Pour Jean-Claude Lucien, il n'y a pas de lien, il y a rupture. En pratique, il se rend en effet compte que c'est une forme qui devient un peu figée et qui montre des limites. Première limite, alors qu'un des objectifs du club de lecture était de donner envie de lire le livre a posteriori, les gens avaient souvent l'impression de l'avoir lu. En faisant l'analyse du club de lecture, je dis c'est d'une part, les gens
on n'atteint pas les objectifs, puisque les gens disent nous, on a lu le livre, ça suffit, alors qu'on voulait qu'ils soient motivés pour lire le livre en entier. Outre l'impression d'avoir lu le livre, il a pu observer du côté de l'animateur une forme de paresse. Bon, c'est un procédé, c'est-à-dire que, notamment chez certains instituteurs, on prend la fiche et puis on l'applique, terminé, etc., quoi. Et puis donc une forme qui devient académique, donc qui échappe à l'éducation populaire. Donc moi, c'est ma réflexion par rapport à ça. Enfin, une limite majeure, toujours du côté de l'animateur, venait des prises de parti idéologiques. Il y avait aussi des prises de parti idéologiques. Il y avait des gens qui faisaient des montages qui étaient très orientés. Une occasion de changement se présente dans le cadre des universités d'été de Peuple et Culture dans les années 90. L'occasion pour chacune de montrer un patchwork des activités du moment. Il propose alors une autre façon d'analyser les situations en s'inspirant de sa pratique des cercles de lecture et des cycles culturels, qu'il décide de nommer l'arpentage. Alors, moi, c'est là que j'ai proposé d'avoir une autre façon d'aborder la lecture, et la lecture collective et l'autodocumentation. Et c'est là où j'ai proposé l'arpentage. Ils m'ont dit, mais ça s'appellera comment ? Je dis, ça s'appellera l'arpentage. Pourquoi l'arpentage ? Parce que c'est à la fois une mesure d'un texte, c'est-à-dire dans des formes qui sont cadrées, et en même temps un vagabondage. C'est-à-dire on a à la fois l'aspect rigoureux d'une recherche structurée, et en même temps la possibilité de s'évader, alors ce que ne permet pas le club de lecture. Cette proposition naît du croisement de réflexion et de pratique que Jean-Claude Lucien a pu avoir au cours de sa carrière, notamment avec son collègue Marcel Giry. Apprendre à apprendre, aborder la complexité, investir l'espace public. Des réflexions qui ne sont donc pas nées à proprement parler à Peuple et Culture, mais à la rencontre de plusieurs pratiques. Il nous raconte un des premiers arpentages qui avait lieu lors des universités d'été. Je me souviens d'un des premiers arpentages. C'était sur le livre de Dominique Schnapper, et elle a écrit un livre sur la communauté des citoyens, un gros livre de 350 pages. Donc on a commencé à travailler là-dessus, en petits groupes, et ça se terminait toujours, cet atelier arpentage, par un montage. Alors là, en l'occurrence, sur un bouquin comme ça, il fallait faire sortir quand même les idées principales, et il fallait mettre en scène. Alors, je me souviens de la présentation du montage. On avait un garçon qui jouait de la trompette, un universitaire anglais, et puis de différentes personnes, un ingénieur, agronome, un type qui avait été toujours un ouvrier à la base, enfin bon, un public tout à fait. Et donc, comme on avait cette université anglais, on est tous arrivés, on avait pris les draps. Donc on avait pris les draps, on était comme en toge, donc on avançait comme ça, cérémonieusement, et puis on jetait nos toges pour créer l'espace où on lisait, voilà, et on chantait tout de suite La mauvaise réputation de Brassens. Et on chantait pas tout, on chantait les trois premières strophes. Ensuite, on déroulait le livre. Tout ça, ça durait, je crois que le montage devait durer environ une demi-heure. On déroulait le livre avec les thèmes principaux, et on avait quelqu'un qui les inscrivait au fur et à mesure sur un tableau. Donc ça, et puis après, on a fait la discussion. Ce que vous racontez, c'est la séance d'arpentage en elle-même ou c'est ça fait partie pour moi de l'arpentage. D'accord, ok. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arpentage sans montage et sans présentation. Alors c'est là où
il y a quelque chose qui est différent. Effectivement, si on lit, c'est pas pour lire, c'est parce qu'on a une problématique d'action, de changement. Donc le montage, ça doit permettre le débat et ça débouche sur l'espace public, forcément. L'arpentage prend donc vie lors de ces universités et se développe au départ timidement dans le mouvement. Nous lui demandons à partir de quand l'arpentage devient une pratique qui se diffuse dans d'autres cadres que les universités d'été. Bon, d'abord la réaction à Peuple et Culture, ça a été oui, pourquoi pas, son truc. Il y a eu aussi une réaction des plus anciens du type on reconnaît bien Peuple et Culture, parce que cette idée du montage, tout ça, c'est une idée de Peuple et Culture. Et puis, il y a eu la franche hostilité ou la franche incompréhension. Et donc là, on voyait bien qu'il y avait une réticence, notamment chez les plus anciens, des gens d'un certain âge, qui disaient non, on ne s'y retrouve pas, qu'est-ce que c'est que ça, le livre n'est pas lu, on ne peut pas en si peu de temps faire quelque chose, etc. Enfin, tout un ensemble de critiques. Par contre, je crois que du côté des jeunes, il y a eu une sorte d'emballement. Enfin, des jeunes, ils ont diffusé ça leur a plu. Et puis moi, un jour, je les ai rencontrés. J'ai été très surpris quand ils m'ont dit qu'ils déchiraient le livre. Alors là, j'ai dit, attends, je ne comprends pas ce que c'est que ce machin-là. Et je ne comprends toujours pas. Le déchirage du livre, qui est aujourd'hui largement répandu, n'était donc pas de mise quand Jean-Claude Lucien a répandu la méthode ? Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il faut conserver les livres. Le principe de l'arpentage, tel que je le pratiquais, c'est que tout le monde avait son bouquin. Ouais. D'où le problème tout à fait trivial du coût. Parce que, alors il y a des solutions. Alors la solution, c'est de taper les éditeurs et de dire écoutez, est-ce que vous pouvez pas nous filer quelques bouquins gratos? Ce qui arrive, moi j'ai fait, du coup, on récoltait les bouquins. Il y a l'auteur, il y a ça, et puis les photocopies qui sont interdites. Et ça, c'est sympa, de faire des photocopies. Ça, c'était les derniers arpentages que j'ai. L'arpentage s'essaime petit à petit par le biais de personnes proches de cercles de Peuple et Culture, puis par d'autres. Les circuits de diffusion restent néanmoins encore assez flous. Nous avons toutefois tenté de répondre à une question sur les origines de la démarche. Jean-Claude considère en effet que l'origine que l'on donne souvent à l'arpentage, au XIXe siècle dans les cercles ouvriers, est plus mythique que vérifiée. On lui demande alors à quel héritage il se rattache, lui, si ce n'est celui-là. Moi, je le rattache à l'héritage de l'éducation populaire. Ouais. Classiquement, si on suit Geneviève Poujol, distingue bien, c'est une sociologue, elle distingue bien éducation populaire et éducation ouvrière. Et je crois qu'il faut bien faire la différence. D'accord. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout les mêmes objectifs. C'est pas du tout les mêmes méthodes. Et par contre, il peut y avoir des hybridations. Et ça, Geneviève, elle n'a pas forcément vu cet aspect-là. Et pour elle, c'est une séparation nette. Au fond, l'éducation populaire propose quand même... Elle est issue des classes moyennes. Tandis que l'éducation ouvrière, ce sont les ouvriers. Ce sont les prolétaires, comme on les appelait au 19e. Voilà. Il y a la notion de... je veux dire, les luttes ouvrières sont des luttes, on le voit maintenant, pour les retraites, ce sont des luttes concrètes. Bon, si on passe du temps à lire un bouquin,
il faut que ça aide la lutte. Alors j'ai cherché pourquoi on a parlé de cette tradition ouvrière. J'ai pris 3 pistes. Le premier, c'était au XIXe siècle, il y a eu des journaux qui ont été écrits par des ouvriers. En particulier un journal qui s'appelait L'Atelier. Et derrière l'Atelier, il y avait un type qui est passé, qui était au départ anarchiste et qui est devenu à la fin un peu chrétien social, Buchez. Ça c'est un journal d'ouvriers. Et il y a eu plusieurs journaux d'ouvriers dans le... Alors le deuxième axe, c'était les bourses du travail. Je pense qu'il y a eu un travail très important, et en particulier au niveau des bibliothèques. Mais ce qu'on constate, c'est que, tout au moins dans les témoignages qu'on a, et en particulier celui qui a été un des principaux responsables des bourses du travail, en fait, la bibliothèque des bourses du travail, elle est très étendue. Il y a aussi bien Chateaubriand, Victor Hugo, que des penseurs marxistes, ou Bakounine, tout ça, alors, je parle, et puis la troisième voie que j'ai explorée, c'est les lectures qui sont faites dans les fabriques. Alors, en particulier à Cuba, pour la fabrique des cigares. C'est-à-dire qu'il y a un type qui est choisi et qui lit un texte à voix haute. Alors, soit un roman, soit un journal, soit un texte. Et donc, je ne sais pas si ça existe encore. Ça existait encore il y a quelques années. Et si ça n'existe plus chez nous, c'est parce que, d'une part, les machines font de plus en plus de bruit, et que, du coup, ça ralentissait aussi la production. Mais c'est les trois possibilités que j'ai vues, là. Nous avons fait évoluer la conversation sur la démarche en elle-même et les différentes manières de la pratiquer. Il nous a donné l'exemple d'une expérience d'arpentage avec des gravures de Piranèse. Pour moi, d'abord, le livre... Alors, oui, je parle d'un livre, mais effectivement, à mon avis, il faut étendre à tous les produits culturels, si on peut dire, entre guillemets. D'abord, c'est un objet. Et c'est un objet complexe. Moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur Piranèse. Piranèse, c'est un graveur, qui fait des gravures au XVIIIe siècle, et il représente un monde complètement qu'on ne peut découvrir que en effectuant un parcours. Alors c'est des grandes architectures, des petits hommes, des trucs, on dirait des instruments de torture, enfin on ne sait pas trop. Donc on travaillait. Alors je vais parler d'une situation. Il y a un colloque et on réunit là, pour nous on y voit une occasion intéressante, on réunit tout ce que l'éducation nationale compte de gens qui sont spécialisés sur l'informatique. Et le matin, on nous dit, on avait préparé quand même une intervention, mais le matin, on nous dit, c'est vous, Marcel Giry, on formait un couple avec mon collègue, c'est vous qui allez ouvrir le colloque. Et puis on leur distribue 3 par 3 une gravure de Piranèse, mais 3 gravures différentes. Si bien qu'on est obligé de se pencher sur son voisin pour voir
et comparer, distinguer ou trouver des correspondances avec la... Et quand, à la fin de notre exposé, toutes les gravures de Piranèse sont exposées dans le fond de la salle. On est obligé de se retourner pour les voir. Ça a marché formidablement. C'est devenu le truc central du colloque. Il nous a aussi parlé d'arpentage à partir d'expositions de photos. Pour la photo, à chaque fois on invente des scénarios. Hein. Bon. Et je crois qu'il faut pas reproduire systématiquement le même scénario. C'est fonction des circonstances et des situations. Là, ce qu'on a beaucoup pratiqué, c'est vous donner une photo ou une gravure, hein, ça peut être aussi ça, ou un tableau, à un groupe qui en fait la description. Là, on utilise l'entraînement mental. Qui en fait la description et qui enregistre sa description sur un appareil comme ça, sur un magnétophone. Ensuite, le message enregistré est écouté par un groupe qui n'a pas vu l'œuvre, et à partir de là, ce groupe est chargé d'exécuter et de tracer un dessin, de reconstituer en quelque sorte l'œuvre. Voilà, par exemple, un truc qu'on faisait ça. L'important pour Jean-Claude Lucien, c'est de s'adapter à la situation. Ainsi, quand on lui demande s'il faut toujours finir avec une trace écrite à la fin des arpentages, il nous répond que dans sa pratique, c'était toujours le cas, qu'il avait hérité ça de Joffre du Mazedier, le cofondateur de Peuple et Culture. L'important, c'est qu'on puisse en tirer des pistes d'action. C'est un principe que Dumazier avait introduit, en disant à chaque fois qu'on fait une séance, on doit préciser ça se passait où, quelle était même la température, est-ce que... bon, voilà, etc. Enfin, tout un questionnaire qui nous renvoyait, nous, à nos pratiques d'animation. Hein. Voilà, ça va être ancré dans l'action. Mais c'est une action qui est différée. Pour mieux comprendre, nous lui demandons ce qui fait l'ADN de l'arpentage, par-delà la diversité des situations. Pour moi, il y a quatre principes, en gros. Le premier, c'est qu'avant d'entreprendre une lecture, il faut se saisir de l'objet. L'objet, il a une forme, il est constitué de telle manière. Par contre, la quatrième de couverture, moi, je déconseille de lire parce que c'est le point de vue de l'éditeur. Mais ça peut être intéressant de s'y référer à un certain moment, mais peut-être pas dans un premier temps. Ça, c'est le premier point, c'est saisir de l'objet. Comment il est fait, comment il est fabriqué, comment... Bon. La deuxième chose, c'est la table des matières. Parce que la table des matières, elle est toujours présentée sous un ordre hiérarchique, hein, c'est-à-dire vertical. Réaliser une carte où on voit l'ensemble de ce qui est traité et réparti dans un espace. Pourquoi ? Parce que ça va servir après pour ce que j'appelle les carottages, c'est-à-dire d'aller dans les textes, puiser. Donc ça permet de choisir cette disposition-là. Ils ont un peu comme sur un ordinateur le format paysage, si vous voulez. Hein. Bon, on voit, il y a un territoire. Et ça, c'est un vieux truc, parce que ça existait déjà au XVIIe siècle. La carte du Tendre de Mademoiselle de Scudéry est une carte du Tendre où on trouve le fleuve de l'oubli, la montagne de l'incertitude. Et ça a un succès énorme à l'époque, enfin chez les gens qui savent lire. Hein. Donc,
la carte n'est pas le territoire, hein, comme dirait Houellebecq. Mais on a une cartographie du livre par la table des matières, mais à condition que ce soit présenté comme une carte. Ce qui fait qu'on peut même éventuellement jouer sur les chapitres. On peut dire, tiens, l'auteur met un chapitre là, on va mettre plutôt là, à tel endroit. On peut très bien raisonner sur la carte. Et le mieux, c'est quand même quand on fait cette carte-là avec les gens. Alors, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est le carottage, ce que j'appelle le carottage. Et donc, on extrait, c'est-à-dire que sur la carte, les participants choisissent. Ils disent, tiens, on nous parle de tel truc à tel endroit, moi j'aimerais bien lire ça. D'accord, tu lis. On extrait donc le passage. Alors, généralement, c'est des passages de dizaines de pages quand on est bon lecteur. Là, il faut doser. Hein. Je veux dire que ça dépend beaucoup de sa capacité de lecteur. Et donc, la consigne, à ce niveau-là, c'est pas de relire ce qu'il y a dans le texte ou de relire le texte, c'est sans prendre de notes, de faire un compte-rendu au groupe. Voilà ce que moi j'ai lu. Et puis, on confronte. Peu importe, résumé, synthèse ou opinion. Moi, je trouve que l'auteur nous dit ça, mais je trouve que c'est complètement crétin, ou on peut dire aussi autrement, etc. Puis à ce moment-là, on confronte avec d'autres. Le carottage, ça veut dire de faire jouer au maximum nos capacités, et non pas se référer à des apprentissages qui se sont superposés, mais faire jouer sa mémoire, faire jouer sa sensibilité, faire jouer tout ce qu'il y a en nous. Et en particulier, l'idée de l'exposé, c'est ça. C'est-à-dire, je ne prends pas de notes, je lis, je retiens ce que je peux retenir de ce que je lis, et puis je suis capable de le restituer. Il faut qu'on fasse jouer ça aussi, parce que le savoir universitaire, ou le savoir classique, si on veut, c'est de superposer des discours à des discours à des discours. Là, c'est de retrouver ces possibilités d'expression et de recherche et d'expression. Et ensuite, de référer au groupe, parce que c'est par rapport. Et alors, un point aussi qui est important, c'est que pour chaque acte, on doit apporter des preuves. On met en procès. On met en procès l'affirmation. Je dis ça, pourquoi je dis ça? Quelles sont les raisons? Parce que c'est un entraînement au raisonnement. Et progressivement, le groupe se constitue comme une communauté de recherche à l'égal, dans un style différent et dans un niveau moins élevé, d'une communauté de savants, par exemple. En résumé, on a donc 4 phases clés de l'arpentage selon Jean-Claude Lucien. Un premier axe sensible, corporel, sur l'aspect matériel du livre ou de l'objet. Un deuxième axe, c'est la carte, qui nous permet de visualiser la déambulation dans l'espace à arpenter. La troisième, c'est le carottage du texte. Les participants choisissent un passage et le lisent, puis le restituent au groupe. Et enfin, le quatrième, la restitution et l'engagement de ses capacités mentales dans la construction d'un projet. Et la posture de l'animateur dans tout ça? On comprend qu'elle fait débat parmi les animateurs d'arpentage. Mais pour Jean-Claude Lucien, la réponse est claire. Parce que ça aussi, c'est important, d'avoir lu le livre. Parce qu'il ne faut pas confondre, ça je crois que c'est important, spontanéité et difficulté. Donc, si moi je n'ai pas, alors moi c'est mon principe, hein, si je n'ai pas lu avant, si je n'ai pas compris avant, qu'est-ce que je peux amener dans un groupe? On observe aujourd'hui que les choix d'animation varient en fonction des praticiens, libre à chacun d'adapter sa posture en fonction des objectifs qu'il ou elle s'est donné.
On en revient alors, en cette fin de conversation, à la perception de l'arpentage à ses débuts, et aux évolutions du regard porté sur ce qui paraît pour certains être une lecture partielle. D'aborder un texte de cette façon-là, ça choquait. Mais c'est aussi parce que la culture, en général, en France, elle est très élitaire. Et moi, je vois, par exemple, on a fait quelques interventions à Saint-Denis, à Paris 8. Du côté des profs et tout ça, on n'était pas très compris. Aujourd'hui, face à l'envie de tester des méthodes pédagogiques et de réflexion alternatives, notamment dans le domaine professionnel ou scolaire, l'arpentage rencontre un relatif succès. Parmi les choses qui troublent ou dérangent et qui résistent encore, même lorsqu'au moment du découpage du livre, moi-même, je rechigne à couper un chapitre en deux, de peur de dénier aux propos son unité, et son exhaustivité surtout, on persiste à percevoir l'arpentage sous le prisme de la lecture. Une lecture qui serait simplement partagée. L'idée qu'ensemble on aurait lu le livre en entier. Ce qu'on retient de cet entretien avec Jean-Claude Lucien, c'est surtout ça, cette idée que l'arpentage est bien plus, bien autre chose qu'une lecture. C'est une appropriation d'abord sensible, puis intellective, d'un ouvrage ou d'un objet, qui a vocation à créer un savoir à partir de nos expériences, de notre propre pensée. Et si ça nous donne envie de lire le livre derrière, c'est encore mieux. On n'a pas lu. Non, c'est pas une lecture. C'est pas une lecture, l'arpentage. On peut pas dire j'ai lu, parce que j'ai envoyé là des documents que j'ai. C'est marqué lire un livre en 2 heures. Non, c'est pas ça l'arpentage. On n'a pas lu le livre. Le livre a servi de lieu de repérage. C'est pas. Alors après. Normalement, on devrait lire le livre, si ça a accroché. Un grand merci à Jean-Claude Lucien de nous avoir reçus et d'avoir partagé avec nous sa vision de l'arpentage. Nous en ressortons avec des réponses, mais aussi d'autres questions, auxquelles il nous appartient de répondre dans notre pratique. Car si nous avons retenu une chose de cet entretien, c'est que l'arpentage n'est pas une pratique figée, encore moins une méthode. Nous nous retrouvons quant à nous dans un mois pour continuer d'explorer ensemble ce que sont nos arpentages. À bientôt!